Si jamais vous entendez des bruits de mastication derrière moi pendant la vidéo, eh bien c'est Napoléon qui est en train de manger sa pâtée parce que je lui ai donné une histoire qui me lâche les baskets. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Thérèse Imbert, qui est une femme qui a monté une énorme escroquerie en France au 19e siècle. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Thérèse d'Aurignac est née en 1855 dans une famille de paysans à Aussonne. Elle n'avait pas d'éducation et pas de fortune, mais c'était quelqu'un de très intelligent, de débrouillarde, en plus d'être très jolie. Elle avait également des tendances un petit peu manipulatrices et affabulatrices parce qu'elle aimait beaucoup se faire passer pour une noble. D'ailleurs, elle avait mis au point une espèce de technique avec ses amis. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rassemblait toutes leurs bijoux ensemble et elle se les prêtait les unes les autres et ça leur permettait de faire semblant d'avoir beaucoup plus d'argent, d'être assez fortunées auprès de leurs prétendants puisqu'à chaque fois qu'ils les voyaient, elles avaient une nouvelle parure de bijoux. À 23 ans, Thérèse se marie avec Frédéric Imbert qui est le fils du maire de Toulouse et ce maire-là deviendra même 4 ans plus tard le ministre de la Justice, donc c'est vraiment une famille très très haut placée. Et c'est à ce moment-là que Thérèse va finalement enfin réussir à intégrer la haute société et à commencer à se fondre à ce milieu-là. À partir de 1879, Thérèse commence à raconter un petit peu partout autour d'elle qu'elle a reçu une partie de l'héritage de Robert Henry Crawford qui était un milliardaire américain. En gros, elle raconte une espèce d'histoire très rocambolesque dans laquelle elle se trouvait dans un train avec ce fameux milliardaire et qu'il aurait fait une crise cardiaque et elle aurait réussi à le sauver en lui faisant un massage cardiaque et comme du coup il lui devait la vie, et bien c'est pour ça qu'il l'aurait désigné sur son testament. Et pour rendre ça beaucoup plus crédible, Thérèse va carrément faire un vrai procès avec la complicité de son mari qui était avocat au soi-disant neveu de Monsieur Crawford, qui n'étaient pas du tout ses neveux, qui étaient en fait les frères de Thérèse. En gros, entre eux, ils ont commencé à magouiller, ils ont créé des documents, ils ont signé de part et d'autre pour faire semblant qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait que chacun aurait la moitié de l'héritage. Puis ensuite, les frères qui jouaient les rôles des neveux de Monsieur Crawford ont fait semblant de ne pas respecter ce contrat, donc de s'approprier tout l'héritage, et du coup, Thérèse a décidé de leur faire un véritable procès. Ce procès, lui bien réel, elle l'a gagné, et ensuite elle a utilisé ces documents pour pouvoir tout le temps se justifier et montrer qu'elle était censée effectivement recevoir une partie de l'héritage. C'est grâce à ces documents-là, à ces décisions de justice, qu'elle va montrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle est vraiment censée toucher de l'argent, une espèce d'énorme fortune qui l'attend, et que ça va pouvoir en fait mettre en confiance tout un tas de personnes qui vont ensuite lui avancer de l'argent, et c'est comme ça qu'elle va réussir à arnaquer plein de monde. Bon, comme vous vous en doutez, le milliardaire Robert Crawford n'existe absolument pas, de même que cet héritage qui, bien entendu, n'existe pas non plus. Mais n'empêche que grâce à ces documents, à cette fameuse décision de justice, le couple Imbert va réussir à faire d'énormes emprunts d'argent. Et avec cet argent, ils vont commencer à le dépenser évidemment et à s'acheter tout un tas de choses. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils partent vivre à Paris, ils aménagent dans un super bel appartement qui est sur l'avenue de la Grande Armée. Je pense que ça doit être un des endroits les plus chers de Paris, même encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment une sorte de grosse avenue qui donne directement sur l'Arc de Triomphe. Ils vont ensuite acheter le château des Vives Eaux à Damary-les-Lys, qui est un magnifique château que vous avez peut-être vu si jamais vous avez déjà suivi la Starac, puisqu'elle s'est passée dans ce fameux château. Bref, ils vivent vraiment une vie de riche et puis ils continuent à investir, ils s'achètent des petites maisons à la campagne, ils s'achètent un yacht, ils s'achètent des vêtements de luxe, des bijoux, bref, ils vivent à grand train. Au final, la facture s'élève à près de 50 millions de francs, dont le remboursement est bien entendu censé être garanti par le fameux héritage que Thérèse doit toucher. Mais apparemment c'était encore pas suffisant à Thérèse Imbert qui décide d'aller encore plus loin et qui crée en 1893 une société d'épargne qui s'appelle la Rente Viagère.
Cette société-là, elle promettait des taux de rendement hyper attractifs à plein de tout petits épargnants qui se sont précipités et qui ont commencé à confier leur argent au couple Humbert. Grâce à cette nouvelle arnaque, Thérèse et Frédéric vont récolter encore plus de 40 millions de francs supplémentaires qu'ils vont utiliser du coup pour essayer de rembourser leurs anciens investisseurs. Ce principe-là, c'est une stratégie hyper classique d'arnaque qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire que vous allez emprunter à quelqu'un et que ensuite pour le rembourser, vous allez emprunter à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un espèce de roulement. C'est-à-dire que si vous voulez, si j'emprunte par exemple 100 € à monsieur A, pour le rembourser, je vais avoir besoin d'emprunter 100 € à monsieur B. Donc j'emprunte ces 100 € à monsieur B, je rembourse monsieur A, mais maintenant il faut que je rembourse monsieur B. Donc je vais emprunter 100 € à monsieur C. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est une arnaque qui, quand elle finit par s'effondrer, parce que ça finit forcément par s'effondrer à un moment, il y a bien un moment où en fait plus personne ne veut vous prêter d'argent, et bien les dernières personnes à avoir investi de l'argent seront complètement arnaquées, elles ne seront jamais remboursées et elles se retrouvent généralement ruinées. Surtout qu'en plus, les escrocs, de manière générale, ils vont pas se contenter de prendre 100 €, redonner 100 €, reprendre 100 €, etc. Non, évidemment, plus le temps passe et plus ils vont emprunter des sommes de plus en plus conséquentes et plus la dette initiale va se creuser. L'une des victimes de Thérèse a témoigné « Elle m'a persuadée de lui prêter de l'argent, d'abord un peu, puis davantage, jusqu'à ce que tout ce que je possédais fût passé dans ses poches. » Cette combine-là va tenir pendant près de 20 ans, ce qui est déjà assez impressionnant, jusqu'à ce que Frédéric et Thérèse, je pense, commencent à avoir un petit peu plus de mal à trouver de nouvelles personnes à arnaquer, à trouver de nouveaux investisseurs, parce que je pense qu'ils commençaient à avoir un peu la réputation justement d'être très lents à rembourser et peut-être à pas forcément bien rembourser les personnes à qui ils avaient emprunté. Et en fait, on va en arriver malheureusement à une histoire un petit peu tragique, puisque on en est arrivé au moment où il y avait un banquier qui était nommé Girard, qui était vraiment totalement au bord de la faillite et qui arrêtait pas de relancer Thérèse pour récupérer les millions qu'il lui avait confiés, qui n'arrivait toujours pas à récupérer son argent et qui, par désespoir de cause, a fini par se suicider. C'est à la suite de ce tragique événement que les autorités vont commencer un petit peu plus à se pencher sur l'état des finances du couple Humbert. Mais l'enquête n'allait visiblement pas assez vite et c'est carrément les créanciers qui ont décidé de mettre les pieds dans le plat pour faire avancer l'affaire beaucoup plus rapidement. Déjà en faisant leurs calculs, ils se rendent compte que le fameux héritage qui est censé être énorme pourtant ne sera pas suffisant pour réussir à couvrir le remboursement de tous les emprunts qui ont été faits. Alors en 1901, ils vont faire saisir la justice et le juge va ordonner à ce qu'on ouvre le coffre-fort dans lequel il y a le fameux testament du milliardaire Robert Crawford, sauf que quand on va ouvrir ce coffre-fort, il sera complètement vide à l'exception d'une brique et une pièce d'un demi-penny. Bien évidemment, pendant ce temps, le couple Humbert a de son côté fui la France et disparu sans laisser de traces. Et la presse de l'époque va évidemment beaucoup s'amuser de la mésaventure qui est arrivée à toutes les personnes qui se sont fait arnaquer. Finalement, en décembre 1902, les Humbert sont arrêtés à Madrid et ils sont extradés jusqu'à Paris. Thérèse sera défendue par Fernand Laborie, qui est un avocat de très très haut niveau puisqu'il a notamment défendu le capitaine Dreyfus dans l'affaire du même nom et Émile Zola, toujours dans la même affaire. Frédéric et Thérèse seront finalement jugés et condamnés à 5 ans de travaux forcés chacun. Ces peines-là, déjà à l'époque, vont être considérées comme vraiment extrêmement faibles par rapport à la gravité des actes et puis surtout en comparaison avec les sommes qui ont été dépensées et perdues. Parce qu'au total, le couple avait quand même empoché près de 100 millions de francs, ce qui représenterait à notre époque, pour vous donner un ordre d'idée, près de 480 millions d'euros. C'est complètement énorme et c'est sorti de nulle part, juste pour un bout de papier qui faisait croire qu'ils avaient de l'argent quelque part sur un compte en banque. À sa sortie de prison, on ne sait pas vraiment ce qui était devenu de Thérèse Humbert. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elle aurait émigré aux États-Unis et qu'elle aurait terminé sa vie à Chicago de manière assez pauvre et qu'elle serait décédée en 1918. Mais il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord et qui pensent qu'en fait elle est restée en France et qui s'appuient notamment sur un article qui a été publié le 1er mai 1930 dans le journal Détective, qui a été rédigé par un journaliste qui s'appelait J. France et qui a écrit: Thérèse Humbert vit toujours, petitement, à Paris. Elle a perdu sa miraculeuse vitalité.
quel revers lui a laissé le passé d'or. C'est une vieille femme assez humble qui ne parle jamais. Et puis avec cet article-là, il y a aussi 2 photos qui l'accompagnent où on voit en fait la façade d'une maison parisienne et il y a pour les gens décrit ici, boulevard des Batignolles, demeure aujourd'hui celle qui fut la grande Thérèse. Et sous la 2e photo, où on voit toujours à peu près la même chose, il est écrit « Derrière ces rideaux blancs, Thérèse Imbert médite sur son passé ». Mais le problème c'est que sur ces photos, on ne la voit pas, Thérèse Imbert, donc au final, qui est-ce qui nous prouve qu'elle était réellement derrière ces fameux rideaux, derrière ces vitres ? Pas grand chose à part les dires du journaliste qui a très bien pu mentir pour essayer de faire vendre un petit peu plus son article. On dit souvent des grands escrocs, voire même de tous les grands criminels, qu'ils ont 3 traits de personnalité, enfin c'est même carrément des psychopathologies qui quand elles sont ensemble forment ce qui s'appelle la triade noire. Et ces 3 traits ce seraient le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. En fait, l'association de ces 3 caractéristiques, elle est étudiée depuis longtemps par les psychologues, depuis les années 70 déjà, mais c'est à partir de 2002 que Delroy Paulus et Kelvin Williams, qui travaillent à l'université de Vancouver, ont vraiment donné ce nom de triade noire à ce phénomène-là. Pour que vous compreniez un petit peu plus le tableau, je vais vous développer dans les grandes lignes ces 3 fameuses caractéristiques. Pour commencer, le narcissisme. Alors bien sûr, vous connaissez tous, je pense, eh bien c'est une personne qui va avoir un ego complètement démesuré, qui est mégalomane, qui est égoïste. Une personne narcissique, c'est certainement une personne qui a toujours besoin d'être le centre de l'attention, qui a envie qu'on l'admire et qui se sent complètement supérieure aux autres. D'ailleurs, elle va avoir tendance à se surestimer. Et du coup, c'est quelqu'un qui est particulièrement arrogant et qui ne supporte absolument pas la critique. Le machiavélique, c'est celui qui va manipuler les autres sans se soucier de leur personne uniquement parce qu'il veut réussir à parvenir à ses fins. Il peut même exploiter, il est particulièrement égoïste et il ne ressent pas de remords. Les personnes machiavéliques sont généralement très rusées, elles vont agir de façon hyper intelligente, hyper sournoise et elles n'hésitent absolument pas à transgresser les lois. Quant au psychopathe, vous le connaissez évidemment, c'est quelqu'un qui va lui aussi enfreindre les lois, lui aussi être égoïste, mais qui a une dimension beaucoup plus impulsive. C'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup moins réfléchi, qui est carrément plus agressif et qui a tout le temps besoin d'adrénaline, qui est dans la recherche des sensations fortes. Comme vous pouvez le voir, ces 3 caractéristiques se ressemblent quand même pas mal, il y a un certain nombre de points communs, voire même de chevauchements entre elles. De plus, toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle la fameuse triade noire ne vont pas forcément être toutes les mêmes parce que, évidemment, vous avez ces 3 aspects-là, ces 3 dimensions, mais elles vont pas s'exprimer de la même manière chez tout le monde. Chez certains, ça va être plus le versant psychopathique qui va ressortir, d'autres plus le machiavélique, d'autres plus le narcissique. Et donc évidemment que vous n'allez jamais retrouver exactement le même tableau chez différentes personnes, mais en fait c'est plus des sortes de gros traits, de gros points que vous allez retrouver chez un individu. Cette triade du coup elle est un petit peu contestée par tout un tas d'autres psychologues qui sont pas tout à fait d'accord avec les définitions, notamment avec le terme de machiavélisme qu'on n'utilise pas forcément trop en psychologie. D'ailleurs pour certains psys en fait le machiavélisme c'est juste une autre forme de psychopathie, mais ça reste plus ou moins la même chose. Il y en a aussi d'autres qui voudraient carrément inclure un 4e trait qui serait le sadisme, c'est-à-dire le fait de prendre du plaisir à voir les autres souffrir. Donc faut faire attention quand on parle de cette fameuse triade noire, c'est pas quelque chose qui est bien fixé, bien délimité, qui a été scientifiquement prouvé. Non, c'est une théorie parmi tant d'autres qui est très intéressante je trouve parce qu'elle nous indique quand même un petit peu quelles sont les choses à repérer chez un délinquant notamment. Mais voilà, faut pas prendre ça comme c'est forcément tout le temps comme ça. C'est juste une indication que je trouvais intéressante de souligner aujourd'hui dans cette histoire parce que vous pouvez retrouver tous les traits que je vous ai cités dans le cas de Thérèse Imbert. Faut également bien que je vous précise que toutes les personnes chez qui on retrouve cette fameuse triade noire ne sont pas nécessairement des tueurs ou même des criminels. On peut retrouver ces traits chez tout un tas de personnes qui sont très bien intégrées dans la société et notamment chez les personnes qui réussissent très bien. Par exemple, tout ce qui est directeur d'entreprise, chef d'entreprise, les hommes politiques,
toutes ces personnes en fait qui ont tendance à avoir des postes hyper haut placés dans la hiérarchie. Parce qu'en fait les défauts que j'ai cités tout à l'heure, ça peut aussi devenir des atouts dans certains milieux, notamment je pense au fait d'être stratégique, d'être manipulateur, de ne pas avoir de scrupules, de pas trop fonctionner à l'émotionnel, d'être capable de garder bien son sang-froid et de vraiment pas se laisser envahir par les émotions. C'est des choses qui peuvent effectivement servir aux personnes qui ont des positions très importantes. Bref, pour en revenir à Thérèse Imbert, il faut savoir qu'elle n'a pas été la seule à monter ce genre d'arnaque et elle a inspiré tout un tas de personnes qui ont un petit peu réutilisé les mêmes procédés et qui ont réussi à nouveau à arnaquer tout un tas de personnes. Et je trouve ça vraiment super intéressant de voir à quel point en fait on a vraiment tendance à beaucoup plus accorder notre confiance aux personnes qui donnent l'impression d'avoir soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de connaissances, soit vous savez un haut statut. Et en fait il suffit que quelqu'un vous dise moi j'ai un doctorat en ci ou moi j'ai hyper bien réussi ma vie pour que vous ayez tendance à le croire, alors qu'en fait ça peut être juste de la poudre aux yeux. Le fait d'avoir un très bel appartement, une belle voiture ne veut finalement rien dire. On ne sait pas réellement comment les gens vivent derrière et c'est incroyable comme on peut parfois se laisser berner par des choses aussi futiles. Alors j'espère que la prochaine fois que quelqu'un se vantera de son succès devant vous, eh bien vous ferez attention à ne pas vous laisser avoir. Et finalement, comme le disent tout un tas de vieux proverbes, l'habit ne fait pas le moine et méfiez-vous des apparences. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.